Alors, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à la 18e édition des ANED. Je me présente, je suis Loukayan Chalar, étudiant en M1 et membre du B3D. Et je serai l'animateur de cette conférence qui traite du sujet de la finance durable. Sujet intéressant puisque on ne l'aborde pas forcément en L3, en tout cas tout de suite. Je vous présente sans plus tarder Madame Newen Schwander, qui va nous parler de la finance durable. Donc, euh, Passionné par les sujets de résilience et de tout ce qui a trait au vivant, vous êtes diplômé de l'EM Lyon et vous travaillez à la direction de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Votre rôle est d'accompagner la banque de financement et donc la BFI dans sa transformation sur les sujets ESG. Avec presque 20 ans d'expérience en banque d'entreprise, dans les fonctions commerciales liées à l'offre des moyens de paiement et avec une expertise aussi en finance durable, vous allez donc nous parler de ce sujet et de ces enjeux aussi liés au cadre d'émissions obligatoires verts et du monde bancaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'interviens en fin de journée, donc j'imagine que pas mal d'entre vous, voilà, peut-être eu leur dose d'attention pour la journée, ont plutôt envie d'aller prendre l'air. Encore une petite demi-heure de patience et s'il y a quelques questions-réponses également. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'intervenir auprès de vous aujourd'hui. Effectivement, la Banque Postale est partenaire des ANED et aujourd'hui, je suis venue vous parler de finances durables en essayant de rendre ça le plus concret pour vous possible, pour que vous puissiez comprendre en fait en quoi ça consiste la finance durable, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un point de vue bancaire. Alors, donc la finance et notamment les acteurs bancaires au cœur de l'économie réelle. Alors, là, je pense que je vous apprends rien, mais c'est pas grave, ça me permet quand même de faire une introduction sur le sujet. On est donc dans un monde avec des limites physiques, comme l'a très bien expliqué Jean-Marc Jancovici ce matin. En revanche, ce monde-là, aujourd'hui, les échanges fonctionnent entre des acteurs économiques par notamment le sujet financier. Dans les acteurs, on a bien sûr les ménages, hein, les citoyens comme vous et moi, les sociétés non financières, les entreprises privées notamment, les entreprises financières comme les banques ou les sociétés de gestion d'actifs, mais également les administrations publiques, tout le secteur associatif et puis évidemment l'ensemble des agents économiques dans le reste du monde. Et la finance va intervenir en fait sur l'ensemble de ces maillons-là. Et je vais essayer de vous expliquer quel est le rôle des banques là-dedans pour qu'on comprenne ensuite comment elle peut contribuer via la finance durable à faire évoluer les choses. En fait, la banque, elle va être là en tiers de confiance vis-à-vis de l'ensemble de ses clients et contreparties. Et elle va permettre des échanges de flux monétaires et financiers entre les différents acteurs. Vous êtes étudiant, alors vous êtes plutôt probablement dans la position de celui qui va faire un emprunt à la banque. Pour pouvoir faire un emprunt, il faut que la banque dispose de liquidités à vous prêter. Cette liquidité, elle vient des épargnants. Qui sont des personnes, voilà, des citoyens qui peuvent être aussi des institutions, des assureurs, des entreprises. Et donc, la banque, elle est au cœur du système et elle fait circuler cet argent entre les différents acteurs économiques. Alors, comment ensuite, finalement, avec ce rôle un peu pivot, elle va pouvoir contribuer à faire évoluer l'économie vers une économie plus durable. C'est en fait un peu le pari que fait l'Europe. Est-ce que le Green Deal européen, ça vous parle? En fait,
c'est un ensemble de lois que je vais vous expliquer. En fait, l'Union européenne a l'objectif de devenir le premier continent neutre en carbone à horizon 2050. Pourquoi? En fait, pour essayer de respecter les accords de Paris, c'est-à-dire faire en sorte de limiter le réchauffement climatique à un maximum d'1,5 degré. Probablement plutôt 2 degrés, mais en tout cas, l'objectif de l'Europe, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour arriver à limiter ce réchauffement. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par effectivement changer nos processus industriels, changer notre façon de nous déplacer, de consommer, la façon de nous chauffer, également changer notre rapport au vivant, à la nature, à la biodiversité. Et puis, renforcer aussi l'action mondiale, donc essayer de faire en sorte, parce que voilà, les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, faire en sorte aussi d'entraîner avec elles dans cette dynamique de neutralité le reste du monde. Et pour faire ça, en fait, elle fait le pari de la décarbonation donc de l'économie dans son entièreté. Ça passe par en fait, ne pas émettre plus de CO2 que la planète est en capacité d'en absorber par les puits de carbone, qui sont essentiellement les forêts et les océans. Et donc, ça passe par contribution de l'ensemble des acteurs, donc d'essayer de limiter au maximum à horizon 2050 nos émissions. Alors, vous voyez que la courbe là sur l'ensemble des secteurs, elle est très très forte. Ça, c'est les secteurs tels que définis par la Science Based Target Initiative, la SBTI. Donc voilà, ciment, sidérurgie, les bâtiments, la production d'énergie, tout le monde est concerné, tout le monde doit se mettre en ordre de marche pour contribuer à cette neutralité. Alors la finance là-dedans, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va orienter massivement ses flux financiers vers une économie plus durable. Et c'est tout le package législatif en fait, qu'a mis en place l'Union européenne en 2018 qui vise à faire ça. Donc, il y a essentiellement pour les banques et pour les entreprises 2 grandes réglementations. La première, c'est la taxonomie verte européenne. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Très bien, c'est bien. Parfait. Moi, je vais essayer de vous apporter quelque chose avec ça. Et la deuxième chose, c'est la CSRD. C'est une réglementation qui va s'appliquer aux entreprises, qui est la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va demander un certain nombre d'informations aux entreprises pour créer de la transparence, parce qu'en fait, quand vous voulez investir dans une entreprise qu'on va juger durable, pour savoir si elle est durable, déjà, il faut essayer de définir ce que c'est exactement. Donc ça, c'est le rôle de la taxonomie. Et ensuite, il va falloir qu'il y ait en fait, de la transparence et de la comparabilité pour qu'on sache exactement en fait, ce que font les entreprises. Et donc, les indicateurs, les KPI qui étaient évoqués ce matin, soient définis de façon homogène et surtout soient publiés de façon robuste et crédible. Et donc, ça passe par des audits de ces chiffres-là. Alors, la taxonomie, je vais d'abord aller vers la taxonomie pour vous expliquer ce que c'est, et je reviendrai après si c'est quelque chose qui ne vous parle pas trop. La taxonomie verte européenne, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle décrit, selon les normes européennes, il y a des taxonomies en Afrique du Sud, au Japon, au Royaume-Uni, donc il n'y a pas que la taxonomie verte européenne. En tout cas, la taxonomie, elle, définit ses propres critères de ce qu'est ou pas une activité durable. Donc, pour être une activité durable au sens de l'Union européenne, il faut répondre à un des 6 objectifs que l'Union européenne s'est fixé. Donc, ces 6 objectifs, le premier, c'est d'atténuer le changement climatique. Le deuxième, c'est de s'adapter au changement climatique, donc l'adaptation au changement climatique. La troisième, c'est l'utilisation durable et la protection des ressources en eau, des ressources aquatiques et marines. Ensuite, c'est tout ce qui est développement d'une économie circulaire. Ensuite, c'est la réduction des pollutions. Et le 6e point, c'est oui, évidemment, la restauration et la protection de la biodiversité.
En fait, si vous regardez ces 6 objectifs-là, donc pollution, vivant, climat, eau, tout ça, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle les limites planétaires ou les frontières planétaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Voilà. En fait, ces limites planétaires, c'est vraiment quelque chose d'écosystémique. Et si vous voyez à quoi essaye de répondre l'Union européenne, en fait, elle essaye de traiter de façon écosystémique l'ensemble de ces limites planétaires. Donc, par la réglementation, l'Europe va en fait lister l'ensemble des activités économiques qui ont lieu sur le territoire et va dire, ça oui, c'est une forme d'activité qui peut être durable si elle est faite dans certaines conditions. Et ça, non, par exemple, c'est pas du tout durable. Donc, je vais vous citer un exemple. La production d'électricité, oui, elle peut être faite de façon durable selon certaines conditions. Non, à date, l'aviation n'est pas une activité durable. Donc, l'aviation, par exemple, n'est pas listée dans les activités décrites par la taxonomie. Donc, la première condition pour être durable, c'est déjà d'être dans une de ces activités listées par la taxonomie. Donc, on va prendre, par exemple, le transport de passagers. Voilà. Transport de passagers, oui, il peut être fait de façon durable. Si, par exemple, je roule je prends un bus électrique. Donc, la première chose, c'est de répondre à un des 6 objectifs. Donc, mon transport durable, vu qu'il va permettre d'avoir des émissions de CO2 plus faibles qu'un transport classique, il va répondre à l'objectif d'atténuation du changement climatique. Et ensuite, pour que ce soit durable, il faut qu'en fait, ce transport ne vienne pas nuire gravement ou nuire de façon significative aux 5 autres objectifs. Si je prends par exemple l'exemple d'une centrale hydroélectrique, si elle est faite au fil de l'eau et qu'elle permet en fait un respect entre guillemets du flux d'eau du fleuve en question, elle ne vient pas nuire à la biodiversité. Si je construis un gros barrage qui bloque tout, là, je viens nuire de façon significative à la biodiversité. Donc, ma centrale hydroélectrique, elle ne pourra pas être alignée avec la taxonomie. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans ce processus systémique, c'est-à-dire que si je traite un problème mais que j'en crée un ou 2 autres, en fait, ça ne va pas marcher. Donc, la taxonomie, c'est ça. C'est 1, je contribue à un des objectifs, et 2, je ne nuis pas gravement aux 5 autres. Et ensuite, puisque l'Union européenne se fixe aussi l'objectif d'être dans une transformation qu'elle veut juste, qu'elle veut dans le respect des droits humains, il va y avoir aussi ce qu'on appelle les garanties sociales minimales, ou les minimum social safeguards, qui en fait sont des bases sociales de respect du droit du travail, voilà, pour faire en sorte que ce développement qui contribue sur les aspects environnementaux ne vienne pas non plus nuire sur les aspects sociaux. Donc voilà, donc, en résumé, la taxonomie va nous dire: 1, est-ce que c'est listé dans mes activités qui potentiellement peuvent être durables? Oui. 2, est-ce que mon activité, elle est suffisamment performante, elle respecte bien mes critères d'efficacité pour contribuer à un engagement? Oui. 3e point, est-ce que cette activité ne nuit pas aux 5 autres? Oui. Et 4e, est-ce qu'elle respecte les critères sociaux? Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir les textes de l'Union européenne. C'est très, très détaillé. C'est vraiment des éléments assez techniques, mais qui, du coup, permettent qu'au sein de toute l'Union européenne, on puisse définir précisément ce que l'Union européenne entend comme une activité durable. Voilà. Ça permet ça permet déjà de dire, voilà, moi, entreprise, je développe tel projet, je mets en place telle solution. Donc, oui, je suis durable. Donc, vous, investisseurs qui souhaitez investir en finance durable, vous pouvez investir chez moi parce que, justement, je réponds à ces critères. Et donc, voilà. Et donc, en fait, l'Union européenne, cette taxonomie, elle en fait vraiment le cœur de son système de finances durables. Et autour, elle va en fait y adjoindre deux réglementations complémentaires. Donc, la CSRD, qui est donc là à destination des entreprises non financières, des entreprises privées classiques.
qui vont devoir en fait faire preuve de transparence, donc faire une analyse de double matérialité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, la double matérialité? La double matérialité, en fait, c'est de dire, moi, entreprise, tout ce qui est en train de se passer, tout ce dérèglement climatique, ces problèmes de ressources, ça impacte financièrement, ça me met en risque financier. C'est-à-dire que, par exemple, je suis une entreprise qui fait des voitures diesel, comme en parlait Jean-Marc Jancovici ce matin. En fait, la réglementation est en train d'évoluer. Je suis ce qu'on appelle en risque de transition. C'est-à-dire que si je ne fais pas bouger mon modèle économique, en 2035, je ne pourrai pas vendre mes voitures thermiques sur le continent européen. Donc, en fait, je suis en risque. Donc ça, je vais analyser, je vais dire à mes contreparties, je vais, dans ce rapport de CSRD, je vais dire, voilà, mon risque de transition, c'est la réglementation sur les véhicules thermiques. Je vais dire, je suis située en Bretagne, au bord de la mer. Mon usine, elle est en Bretagne, au bord de la mer. Je fais des sardines à Concarneau. Je cours un risque physique qui est un risque de submersion. Parce que, comme vous le savez probablement, avec le dérèglement climatique, on a une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des phénomènes climatiques extrêmes. Donc, en fait, si je suis située au bord de l'eau, potentiellement, je vais subir une submersion. Si je suis au bord d'une rivière, potentiellement une inondation. Je peux être constructeur de maisons individuelles et avec ma garantie décennale, je ne sais pas si, par exemple, vous êtes concerné à titre personnel, mais dans vos maisons individuelles, vous pouvez souffrir du retrait des argiles, retrait et gonflement des argiles qui sont liés justement soit au phénomène de sécheresse, soit au phénomène d'inondation, où ça fait bouger le terrain. Et donc, les maisons, en fait, elles subissent ce changement. Donc, en tant qu'entreprise, si c'est ça mon métier de construire des maisons et que ma garantie décennale fait que ma maison, elle ne résiste pas à ça, potentiellement, je peux être en risque de responsabilité parce qu'on peut venir me chercher en tant que constructeur parce que justement, mes maisons, elles vivent pas bien en fait le dérèglement climatique. Donc voilà, donc les entreprises vont devoir faire l'analyse de risque de ce changement climatique sur elles, mais aussi l'impact de elles sur l'environnement. Donc par exemple, je suis producteur de produits chimiques. En fait, mon impact sur la biodiversité, il est à peu près évident. Si je suis constructeur d'autoroute, que je construis l'A69, mon impact sur l'environnement, il est à peu près évident. Donc sur les sujets de pollution, sur les sujets de biodiversité, etc. Donc, ce système de CSRD oblige à une analyse de risque, oblige ensuite sur tout ce qui est déterminé comme matériel pour les entreprises, donc vraiment ce qui a un impact très fort pour elles, à lister c'est quoi mes objectifs pour limiter cet impact, c'est quoi les indicateurs que je vais mettre en place pour le suivre, et c'est quoi ensuite toute la gouvernance, c'est-à-dire toute l'organisation de mon entreprise que je vais mettre en place pour justement démontrer que je suis bien en train de déployer ces moyens. Donc ça, c'est un gros bouleversement pour les entreprises. Ça va vraiment les obliger à être transparents. Et voilà, c'était évoqué aussi ce matin, le fait d'être transparent va vraiment donner de l'information. Et après, l'étape d'après, c'est effectivement de mettre des objectifs nationaux sur telle ou telle thématique qui va être considérée comme importante, faire en sorte que les entreprises aillent dans le bon sens. Et les acteurs financiers, eux, en fait, quand par exemple, on va vous proposer en tant qu'épargnant un produit d'épargne, on va aller vous questionner sur ce qu'on appelle les préférences en matière de durabilité. Donc, par exemple, est-ce que vous préférez investir dans un produit qui n'a aucun impact positif sur l'environnement ou un petit peu d'impact positif ou un impact très positif? Et en fonction de votre durabilité, comme on vous sollicite sur votre appétit au risque, est-ce que vous préférez placer sur un produit vraiment très sécurisé, où vous êtes sûr de ne pas perdre votre capital, ou capable de prendre un petit peu de risque parce que ça vous rapporte plus, mais du coup, vous acceptez de perdre un peu, ou perdre potentiellement beaucoup plus parce que vous êtes appétant à plus de risques? Sur la même chose que le risque financier, on vous interrogeait jusqu'à présent, en plus, on va vous interroger sur votre appétence au risque de durabilité. Et donc, en fait, ça va obliger aussi les acteurs financiers à vous proposer des produits de placement qui correspondent à vos souhaits de durabilité. Donc, ce qui veut dire, c'est que si vous, épargnant, c'est pour ça c'est assez important la façon dont on gère aussi sa relation au quotidien avec son banquier, c'est qu'en fonction de la façon que vous allez avoir
de vouloir placer votre argent, bah, la banque en face, elle va devoir vous proposer des produits durables. Donc, elle va devoir essayer d'aller accompagner des entreprises justement qui répondent aux critères durables que je viens d'expliquer. C'est pas mal d'informations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que déjà c'est à peu près clair? Oui. Bon. Voilà. Donc en fait, c'est juste pour vous dire que l'Europe, vraiment, elle est en train de mettre en place tout un dispositif réglementaire pour pousser un maximum de flux financiers vers les activités durables. Voilà. Alors, la Banque postale, elle, qu'est-ce qu'elle peut proposer pour illustrer? Parce que si je suis venue de vous parler de finances durables, c'est que normalement, sur le sujet, j'ai des choses un peu à vous raconter. Alors, comme TBS, en fait, la Banque postale est devenue entreprise à mission en 2021 avec notre raison d'être, entreprise à mission en 2022 avec notre raison d'être qui a été définie en 2021. Et en fait, elle s'est fixé 3 objectifs, donc de transformer son modèle de banque assurance vers la culture de l'impact. Ça veut dire que, en fait, dans sa chaîne de valeur, elle essaye de à la fois inculquer cette notion d'impact à ses collaborateurs, bien sûr, mais aussi à ses clients. Je vais vous expliquer après comment elle fait ça. Donc, l'impact social, environnemental et aussi territorial, parce qu'on est un groupe très implanté dans les territoires. Elle essaye aussi de promouvoir, développer une offre innovante pour accompagner les transitions, donc pour accompagner les sujets sociaux et environnementaux. Et elle cherche aussi à faire progresser les meilleurs standards, donc d'influencer finalement la place financière pour essayer de développer des bonnes pratiques au niveau des différents acteurs bancaires en ayant une position très, très exemplaire en la matière. Alors, ça peut s'illustrer comment? Alors déjà, en fait, la Banque postale s'est engagée à sortir du financement des énergies fossiles, parce qu'autant vous dire que les énergies fossiles ne font pas partie de la liste des activités jugées durables par la taxonomie. Le gaz a été intégré comme plutôt une énergie de transition, donc qui n'est pas durablement qui n'est pas durable dans l'absolu, mais qui est jugé comme nécessaire pour accompagner la transition sur le sujet de l'énergie. En tout cas, la Banque postale, à horizon 2030, s'est engagée à complètement sortir de ce secteur-là, où elle est quasiment pas exposée, puisque depuis sa création, elle accompagne essentiellement et quasiment exclusivement le sujet des énergies renouvelables. Elle s'est aussi fixé une trajectoire, ce qu'on appelle de décarbonation, c'est-à-dire elle s'est engagée à horizon 2040 à atteindre cette neutralité carbone qu'on évoquait au niveau de l'Europe pour 2050. Et puis, elle met en place en fait un certain nombre de pratiques pour justement avoir aussi cette exemplarité et cette transparence vis-à-vis de ses contreparties. Donc, ces contreparties, c'est quoi? C'est ses collaborateurs, c'est ses clients, c'est également les citoyens, les fournisseurs. Donc, il y a pas mal d'actions. Là, j'en ai mis 3 pour vous illustrer un peu le propos. Et l'un d'eux correspond en fait à l'objectif que je citais de développer la culture de l'impact. En fait, la Banque postale est en train de développer l'indice d'impact global qui va venir évaluer, non pas comme c'est le cas normalement pour une banque, on évalue en fait le risque financier d'une entreprise ou d'un projet. On va valider que la rémunération qu'on va avoir vis-à-vis de ce risque est jugée satisfaisante. Là, on va rajouter en fait un 3e pilier qui est l'impact, donc l'impact environnemental sur les territoires ou d'inclusion, l'impact social sur l'ensemble des transactions qu'on opère. Donc, je vous donne un exemple. Vous venez à la Banque postale pour faire financer l'achat de votre résidence. Je pense qu'assez naturellement, entre une résidence principale et une résidence secondaire, on se dit que la résidence secondaire, comme son nom l'indique, c'est secondaire. Donc, l'impact, il n'est pas jugé, enfin, en tout cas, n'est pas jugé l'achat d'une résidence secondaire comme étant un besoin prioritaire. Donc, votre impact, il va être moins bon si vous achetez une résidence secondaire qu'une résidence principale.
Ensuite, si vous construisez une maison neuve sur un terrain qui n'était pas un terrain naturel, donc vous modifiez l'usage des sols, par exemple, forcément, votre impact sur la biodiversité, il va être moins bon que si vous rénovez une maison déjà existante, puisque votre impact au sol serait nettement moindre si vous étiez dans la rénovation. Et puis, par exemple, si on essaye de juger l'impact social du projet en question, on se dit que si vous êtes un primo-accident, c'est-à-dire que vous accédez pour la première fois à la propriété, donc vous achetez pour la première fois un bien immobilier et vous avez un revenu jugé modeste, forcément l'impact de ce projet, il est plus fort socialement d'accompagner un client à revenu modeste qui achète une maison à rénover pour la première fois que si on est sur un multipropriétaire catégorie CSP+, qui en gros est là plutôt pour investir que pour se loger durablement. Voilà. Donc en fait, ça, c'est une illustration sur l'immobilier qu'on va appeler résidentiel, mais on va essayer d'évaluer avec différents indicateurs de performance cet impact sur l'ensemble des projets qu'on accompagne. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, c'est de faire en sorte que les offres qu'on conçoit, on essaye de les voir aussi sous l'angle ESG. Donc, on a travaillé là avec le WWF, avec qui on est partenaire, pour essayer de définir des critères d'analyse et pour faire en sorte de développer des offres et des produits de financement ou d'accompagnement qui soient le plus durables possible. Et puis aussi dans les actions qu'on essaye de mener pour justement développer cette culture et faire en sorte que nos collaborateurs s'engagent, c'est de mettre en place un programme qui s'appelle Tous engagés, qui permet à chacun et chacune des collaborateurs et collaboratrices du groupe de passer du temps, du temps de travail solidaire, on va appeler ça comme ça, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire je vais passer une matinée par exemple à accompagner des étudiants qui ont décroché, qui sont accompagnés par un dispositif de retour, ça s'appelle l'école de la seconde chance, par exemple, oui, c'est l'école de la seconde chance. Donc, c'est aider l'étudiant à prendre confiance, à s'entraîner, à passer des entretiens, à l'aider à rédiger son CV, par exemple. Donc, ça, c'est une association plutôt orientée sociale qu'on peut aider, mais on peut aussi avoir des actions avec la LPO, enfin, différents dispositifs. On peut donner des cours des jours de congé à des associations. Donc, ça permet de monnayer en fait l'équivalent en argent de nos jours de congé qu'on peut donner à des associations. Voilà, il y a plusieurs dispositifs pour en fait permettre aux gens d'avoir un engagement déjà qui sont dans une entreprise qui est très bien notée par rapport à ses pairs sur ces sujets extra-financiers, mais aussi de leur permettre de s'engager à titre personnel sur leur lieu de travail. Voilà les exemples que je pouvais vous donner de façon de faire l'expérience un peu différemment. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois que sur les... Ouais. Donc ça revient sur un peu plus ce que vous avez dit un peu plus tôt, sur l'objectif de l'UE de devenir premier continent neutre en carbone. On sait qu'aujourd'hui, l'UE ne représente actuellement qu'un dixième des émissions mondiales de CO2. Et donc, la majeure partie du problème vient donc de l'extérieur de l'UE. Que peuvent faire donc l'UE et la Banque postale pour aider à réduire les émissions dans les pays en développement? Vaste sujet. L'Union européenne, pour ça, est en train d'instaurer une taxe carbone aux frontières. Donc, c'est une façon, en fait, d'équilibrer pour rééquilibrer en fait l'impact carbone entre ce qui est produit sur le sol européen et ce qui est importé. La Banque postale, c'est une banque qui est surtout présente en fait en France, qui accompagne essentiellement des acteurs économiques français. Pour autant, elle est présente dans plusieurs institutions internationales, des alliances
donc comme la Net Zero Banking Alliance, qui est une alliance internationale de grandes banques un peu partout dans le monde, avec l'idée d'essayer de mettre en place et de partager des bonnes pratiques avec les autres banques internationales pour justement essayer de tendre vers cette neutralité. Il faut bien avoir conscience que en fait, l'Europe est très mature sur ces sujets de décarbonation ou de prise en compte des éléments liés à la nature, par exemple. Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Je ne suis pas en train de dire que tout ça, c'est miraculeux et qu'en un coup de baguette magique, ça va fonctionner. C'est un des acteurs en fait, de la chaîne de valeur, la finance. C'est un enjeu majeur puisque, en effet, les relations aujourd'hui sont guidées par les relations financières et monétaires. Donc, voilà, ce que je voulais illustrer là, c'est la façon dont la partie monétaire peut aussi s'emparer des sujets de durabilité par différents leviers. Et donc, si les banques mettent en place des critères plus exigeants vis-à-vis des entreprises qu'elles accompagnent, ça permet de rendre, par exemple, plus facile l'accès au financement à des entreprises dont l'activité est plus durable qu'à d'autres. Par exemple, en refusant de financer les énergies fossiles, la Banque postale, finalement, n'alimente pas ce secteur pour lequel l'Agence internationale de l'énergie a très clairement indiqué qu'il fallait absolument arrêter de développer à la fois l'élargissement des sites de production fossile et l'exploration de nouveaux gisements. Donc, la Banque postale s'appuie à chaque fois sur des recommandations scientifiques pour appuyer ces décisions. C'est aussi pour montrer l'exemple, pour faire bouger les lignes. Après, c'est une banque avec la taille qu'elle a, mais au sein du grand pôle financier public, en tout cas, la Banque postale, via la Caisse des dépôts, est détenue par le gouvernement. Et donc, c'est aussi une façon d'accompagner toutes les politiques publiques de décarbonation de l'économie. Voilà. Alors, moi, je suis convaincue que oui, puisque, en fait, quand on disait, en effet, si, par exemple, une entreprise n'a plus d'eau au robinet et plus de gasoil à mettre dans ses camions, ça va s'arrêter. Si une entreprise n'a plus d'accompagnement financier ou bancaire, ça aussi, le nerf de la guerre pour une entreprise, c'est évidemment les flux physiques, mais c'est aussi la trésorerie au quotidien. Donc, si on est dans une activité qui, parce qu'en fait, l'entreprise ne s'intéresse pas au sujet ESG et donc continue son business comme hier, sans se mettre en ordre de marche pour transformer son modèle, pour prendre en compte les critères sociaux, etc., au fur et à mesure, en fait, les banques vont se détourner de ces entreprises-là. Et donc, ces entreprises-là, par nature, vont avoir beaucoup de difficultés à fonctionner. Donc, si la réglementation concerne un plus grand nombre d'entreprises et si effectivement il y a aussi tous les aspects de risque d'image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, les banques qui continuent à accompagner Total dans son projet e-COP ou qui continuent à financer des forages en Antarctique, par exemple, sont très pointés du doigt, notamment avec un rôle formidable des ONG, par exemple Reclaim Finance. Si le sujet de la finance durable vous intéresse, je vous invite à les suivre. C'est une ONG qui est très active pour justement suivre la façon dont les banques continuent ou pas de financer les énergies fossiles, pour prendre cet exemple-là. Donc, ça fait bouger les lignes parce que, voilà, typiquement, l'année dernière, en début d'année, Crédit Agricole s'est positionné sur le sujet des énergies fossiles. Il y a de plus en plus de banques plus significatives en Europe, bien en Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu différent. Aux États-Unis, il y a
des banques ou des gros gestionnaires d'actifs qui sont en train de se faire justement sortir du jeu par des États parce qu'elles sont trop ESG. Donc, c'est un sujet qui est compliqué, hein, mais on voit bien qu'en fait, le sujet fait beaucoup parler parce que ça menace aussi le système économique tel qu'il s'est développé et tel voilà, qui a fait que ces entreprises-là réussissent. Donc, moi, je suis très convaincue que le pouvoir de la finance durable est vraiment très, très fort. Pour ça, il faut tenir les lignes assez exigeantes que s'est fixé l'Union européenne. Donc, c'est sûr que si les critères CSRD ou les critères taxonomie sont revus à la baisse, ça perdra en crédibilité, ça perdra en effet. Voilà, donc c'est un niveau d'exigence qu'il faut suffisamment important pour que ça ait vraiment de l'impact. La SNCF. Alors, alors, en tout cas, je vois par exemple, on accompagne beaucoup les. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question, hein, mais si ce n'est pas le cas, vous me reformulerez et je répondrai à nouveau, ce n'est pas un souci. En fait, par exemple, aujourd'hui, les collectivités territoriales, donc les métropoles, la métropole de Lyon, la métropole de Bordeaux, la métropole de Lille, Toulouse, pas Toulouse, Bordeaux, Toulouse, je ne sais pas, j'ai pas forcément eu l'information, mais challenge leurs banques sur leurs engagements environnementaux. C'est-à-dire que quand elles vont aller chercher des financements, parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les collectivités, les métropoles, c'est à peu près 50% de la dépense nationale, c'est lié à la dépense publique. Donc, il y a 50% de l'argent dépensé et investi sur le territoire qui est lié à la dépense publique. Donc, c'est énorme. Donc, à partir du moment où le gouvernement va mettre des critères des critères RSE pour choisir ses fournisseurs, c'est déjà le cas dans les entreprises, par exemple, pour fournir la restauration des cantines, par exemple, s'il y a des critères RSE, local, bio, etc. Bon, bah, s'ils font la même chose pour les banques, plus les banques vont avoir un comportement vertueux dans les entreprises qu'elles accompagnent, et plus finalement, ça va avoir le fait que la dépense publique regarde ce que fait une banque avec son argent, va aussi faire bouger les lignes. Et donc, c'est vrai que nous, par exemple, le fait d'avoir des bonnes performances ESG nous permet de remporter des appels d'offres ou des marchés auprès de ces collectivités-là, mais aussi auprès d'autres grandes entreprises qui doivent rendre des comptes dans le cadre de la CSRD et donc mettre en place pas mal de critères RSE sur tous leurs fournisseurs, les banques y compris. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors. Oui, pardon. Est-ce que vous avez un exemple de décarbonation difficile initiée par la Banque Postale? Oui, alors la décarbonation. Alors la décarbonation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, donc je vous ai montré tout à l'heure les schémas là. Donc ça, c'est en gros ce qu'on appelle la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire secteur par secteur, le gouvernement a défini une stratégie pour dire bah voilà, le ciment il doit faire ça, les transports ils doivent faire ça, etc. Et donc, secteur par secteur, chaque branche, entre guillemets, d'entreprise doit se mettre en ordre de marche pour définir sa stratégie et voir comment ils mettent ça en œuvre. Il y a un secteur qui est particulièrement important, un gros émetteur, c'est le ciment. Donc aujourd'hui, voilà, sur le ciment, par exemple, pour faire en sorte, pourquoi on veut décarboner le ciment, bah parce qu'en fait, c'est très, très, très utilisé dans la construction. Donc, si on veut décarboner l'immobilier, il faut décarboner la chaîne de valeur. Et donc, on peut s'attaquer, par exemple, au ciment. Bon, bah, là, la Banque Postale a accompagné une cimenterie qui s'appelle Hoffman Green Cement, voilà, qui a en fait déployé un processus breveté avec un ciment qui émet entre 5 et fois moins de CO2 qu'un ciment classique. Mais en fait, ça,
c'est vraiment une innovation très forte dans le domaine du bâtiment. Ce n'est pas forcément simple à défendre au départ, ce type de projet, parce que, en fait, au départ, il n'y a pas de marché. Au départ, les gros promoteurs, ils fonctionnent avec leurs fournisseurs habituels. Ils ont besoin de gros volumes. Et donc, aller s'intéresser à un nouvel acteur, il faut déjà que l'entreprise ait éprouvé un certain nombre de capacités à répondre aux besoins, etc. Donc, ça, par exemple, c'est un projet qu'on a accompagné, qui n'a pas forcément été simple à défendre au départ pour accorder ce premier financement. Mais qu'on est très heureux d'avoir accompagné, qui aujourd'hui est en train de signer des contrats avec Bouygues Immobilier. Je ne sais pas si c'est, par exemple, dans les gros groupes qui sont vraiment en train de se transformer. Vous avez Bouygues, qui est un très gros constructeur, qui est en fait en train de complètement revoir son modèle économique, qui, à horizon, je crois que c'est à horizon 2030, c'est de passer à 90% de rénovation et 10% de construction neuve. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent complètement revoir la façon dont ils font leur business au quotidien. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de démonter des immeubles et de mettre en place des systèmes pour justement être en réemploi. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de casser votre mur, votre cloison, vous allez en fait vous associer avec tout un tas de prestataires. Donc, ça veut dire complètement faire évoluer sa chaîne de fournisseurs pour créer des modules qui peuvent en fait se démonter, être rénovés, donc repeints, remodifiés, voilà, un peu comme des Lego, vous voyez, pour en fait complètement modifier la façon dont on conçoit un immeuble avec des appartements, pour que, en fait, être vraiment dans l'économie circulaire et pas juste dans le recyclage, qui est, comme ça a très bien été expliqué ce matin, en fait, pas une solution. C'est vraiment en bout de chaîne quand on ne peut plus rien faire. Avant, il faut surtout réutiliser, réemployer, réparer, pour ensuite, à la fin, recycler. Donc, par exemple, Bouygues est complètement en train de revoir sa façon de travailler. Je sais qu'il y a aussi, dans ceux qui font des routes, des systèmes pour, quand ils refont l'asphalte, aller broyer. Donc, ils mettent des usines mobiles pas loin des chantiers pour broyer en fait cet asphalte qui est usagé et pour le réemployer derrière, donc en fait en circuit fermé, pour pas aller piocher à nouveau des ressources neuves, entre guillemets. Voilà. Donc, il y a vraiment, enfin, si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite à suivre, par exemple, Fabrice Bonifay aussi, qui a des positions très marquées, qui est le directeur du développement durable de Bouygues, qui a des prises de position, qui est président du C3D, donc le comité des directeurs du développement durable, et qui a des prises de position assez intéressantes sur justement ce sujet des flux physiques, de l'économie circulaire, etc. Donc, pas mal de gens comme ça qui sont intéressants à les regarder pour comprendre un peu comment concrètement dans les entreprises ça se matérialise. Voilà.